Bonjour à tous, merci d'être venus à ce rendez-vous club et on a le plaisir d'accueillir ce soir Olivier Allot, qui est le directeur de la communication financière et de l'intelligence économique chez Wendel. Il a démarré en 2007 dans cette très belle maison qu'est Wendel. Était l'adjoint du directeur de la communication financière jusqu'en 2013. Il a débuté sa carrière en 1996 à la SBF Bourse de Paris. Il en a été le porte-parole pendant 4 ans, puis en charge des relations investisseurs jusqu'en 2007. Il a notamment, à ce titre, participé activement au regroupement des bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, ainsi qu'à la fusion d'Euronext et du New York Stock Exchange. Il est titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion et d'un diplôme d'ingénieur maître en banque, finance et assurance de l'université Paris 1 La Sorbonne, ainsi que du diplôme d'analyste financier. Il est également titulaire d'un MBA de management stratégique et d'intelligence économique de l'école de guerre économique de Paris. D'ailleurs, un petit clin d'œil sur le sujet à Christian Rabulot, le fondateur. Et pour l'école de guerre économique, si mes informations sont bonnes, vous travaillez avec Christian pour monter un module diplômant d'intelligence financière. Exactement. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est finalement, Olivier, quelles sont vos passions ? Alors, ma passion depuis toujours, c'est l'informatique. Je suis vraiment un geek. Donc aujourd'hui, je suis un vieux geek, mais je suis toujours un geek, ce qui fait vraiment vivre l'enfer à ma femme. Mais je suis un geek. Ah, ouais. PC, Tout. C'est affreux. C'est affreux. J'ai absolument tout, des caméras partout. Non, c'est terrible. Donc, geek absolu. Un geek absolu, oui. Dernière lecture. The Valet de Fabien Benoît. Un bouquin super qui raconte l'histoire du développement de la côte ouest des États-Unis et qui permet vraiment de comprendre l'état d'esprit qui règne dans la Silicon Valley. C'est édition Les Arènes, je crois. C'est vraiment très bien, c'est passionnant. On mettra la référence et merci. Un artiste français préféré ? Chanteur mort ou Serge Gainsbourg. Alors voilà, on va se rejoindre. Et rien à voir avec le décor, une entreprise ayant réussi sa transformation digitale. Oui, là je vais être un peu chauvin, Bureau Veritas, la première participation de Wendel. Alors, on va comprendre, oui, c'est la première participation. Alors Wendel est une très très belle maison. Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire ? Wendel, déjà c'est le nom d'une famille, Wendel, qui est toujours en contrôle de la société cotée aujourd'hui qui s'appelle Wendel. C'est d'ailleurs une des sociétés cotées les plus anciennes à la Bourse de Paris. Le code MF, en fait, veut dire Marine Firmini. Et je crois qu'on est coté depuis 1859. Et tout s'inscrit dans l'histoire. La famille Wendel, elle a traversé des guerres, des révolutions. Industrielle. Ça a été le champion absolu en Europe de la sidérurgie. Jusqu'au milieu des années 70, et puis après la transformation en devenant un pionnier de l'investissement. Donc c'est plus de 40 ans d'investissement aujourd'hui, mais c'est plus de 300 ans d'histoire. Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ça permet de s'inscrire dans la durée. Et c'est important. Quand on arrive chez Wendel, on sait qu'on fait partie d'une entreprise qui existe depuis très longtemps. Alors, si on parle de quelques références actuelles en nombre où vous êtes actionnaire majoritaire et en minoritaire. On a une société dont on est minoritaire, mais gros minoritaire, et on a 5 sociétés dont on est majoritaire ou en contrôle, comme c'est le cas dont Veritas. Bureau Veritas. On a le contrôle de Bureau Veritas. Ouais. Et autre marque ? Alors, dans les sociétés peut-être que vous allez connaître, alors vous ne connaîtrez pas le nom Chromologie, mais vous connaîtrez la marque. Ou certaines marques, les peintures Tolins. D'accord. Voilà. Ou les peintures Zolpan. Là, il faut plutôt travailler avec des professionnels. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. C'est une société française. Donc celle-ci, on est en contrôle. Dans les sociétés Alors après, on a des sociétés que vous ne connaissez pas, mais vous avez leurs produits en permanence avec vous. On est actionnaire majoritaire d'une société hollandaise qui s'appelle Stahl,
qui est le champion du monde de la chimie pour le cuir et des traitements de haute performance. Un quart des produits en cuir ont été traités dans le monde par les produits Stahl. Et en gros, vous avez entre 3 et 5 produits en cuir sur vous. Donc en fait, vous installez dans l'histoire, c'est durable, c'est stable, comme cette famille et comme... on est un véritable actionnaire de long terme. Le Bureau Veritas, on est actionnaire depuis plus de 25 ans. Et c'est très rare dans le milieu de l'investissement. D'accord. Alors, on est là pour traiter intelligence économique et financière. Comment surveiller, protéger et analyser ces données financières? Alors, le sujet, il sera traité avec 4 mots-clés. 1, le comportement. 2, la protection. 3, l'exposition. 4, l'analyse. Donc, si on démarre, peut-on réellement protéger son information financière? Alors, on peut, mais déjà, il faut savoir ce que c'est protéger son information financière. Je pense que l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés », aujourd'hui, il a atteint ses limites. Parce que vous soyez une société cotée ou non cotée, vous avez des obligations. Et parmi ces obligations, alors quand vous êtes coté, vous avez des obligations de transparence énormes, et quand vous êtes non coté, en France notamment, vous avez une obligation de déposer vos comptes. Et si vous ne le faites pas, alors l'amende est ridicule aujourd'hui, mais on peut vous pousser à le faire. Et aujourd'hui, des activistes peuvent vous pousser à publier vos comptes. Donc si vous voulez protéger au sens ne rien montrer, c'est extrêmement compliqué. Et ça le deviendra de plus en plus. Est-ce que c'est dangereux, pour le coup? De ne rien montrer, ça éveille le soupçon. Et aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. C'est-à-dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Si on cache quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où tout devient rumeur, où tout devient complot, si vous cherchez vraiment à cacher les choses, vous pouvez être à peu près sûr que des gens trouveront la solution pour trouver ces informations, vous forcez à les produire, et là, vous ne maîtrisez plus rien. L'exigence pour le rapport annuel est de plus en plus forte. Exactement, il y a de plus en plus de sociétés non cotées qui publient des rapports annuels. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'on parle aussi de transparence. Je préfère la clarté à la transparence, moi, à titre personnel. Mais en parlant de transparence, il y a un grand prix de la transparence en France. Alors, Wendel s'est classé 4e, donc on est très content. Bureau Veritas 2e, je fais encore un peu plus de pub. Mais il y a une société qui s'est j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui s'est très bien classée, qui est non cotée, et qui a demandé à ce que son rapport annuel soit noté selon des critères de transparence. Donc même si on est non coté, on peut être tout à fait transparent. Olivier, vous faites de la communication, ça n'aura échappé à personne, donc vous recommandez fortement d'avoir des axes et les travailler. Voilà, de maîtriser ces données. Maîtriser ces données. Et sur la communication, parce que c'est un sujet qu'on a traité d'ailleurs ensemble au niveau des rendez-vous club, notamment la valeur immatérielle de l'entreprise, et sur la partie RH et la partie qui vous passionne, l'informatique. Et on imaginait, et Jean-Yves Léger, grand professeur, nous expliquait qu'il recommandait fortement de mettre en avant ces armes, pas trop en dire, mais en dire suffisamment, pour montrer la résistance RH de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Et sur petit volet, une fois qu'on a fait le passage, essayer de cacher les choses, ça ne sert à rien. On passe à la réalité de la protection, qui est comment on protège les données confidentielles jusqu'à temps qu'elles deviennent publiques. Et là on commence à toucher à la sécurité. Et la sécurité, il y a plusieurs choses. Il y a des règles d'hygiène, comme aujourd'hui. Alors ça, c'est dans la préparation, c'est un élément très intéressant. Il y a des règles d'hygiène. Vous avez parlé de gestes barrières, exactement. Hygiène sécuritaire à adopter. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Des exemples tout bêtes. Avant de passer à l'aspect technique, à l'aspect informatique et au cyber-risque, avant tout, devant un ordinateur et devant des chiffres, il y a des gens. Et aujourd'hui, quand on travaille, encore plus aujourd'hui avec le télétravail, quand on travaille en nomadisme, et j'invite tout le monde à aller voir le site de l'ANSSI, qui donne des conseils de base, mais tout le monde devrait les respecter, et vous seriez tous très surpris de voir qu'en fait, vous ne les respectez pas, ces conseils de base, vous ne faites pas attention. Mais travailler dans un train
travailler dans un avion. Oui, il y a des choses qui vous ont choqué. C'est dangereux, c'est archi dangereux. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de Thalys, il n'y a plus d'Eurostar, il n'y en a quasiment plus. Mais si vous voulez aller à la pêche à l'information, prenez le Thalys en business, prenez l'Eurostar en business, c'est fantastique. Écoutez les gens. Un petit jeu. À l'école de guerre, on a un jeu, c'est de prendre en photo les gens derrière leur PC et de prendre en photo et on lit tout ce qu'il y a sur l'écran. On voit des gens qui partent en laissant leur PC ouvert, aller aux toilettes, passer un coup de fil. Alors après, on peut écouter le coup de fil. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça, ce sont des règles de base. Et les gens ne les respectent pas. Il y avait une petite statistique rigolote. C'était en 2010, il y avait eu une étude. Plus de 700 ordinateurs étaient volés à Charles de Gaulle par semaine. Volés ou perdus. Volés ou perdus. Et l'endroit où, si vous voulez aller chercher de l'information confidentielle, essayez de voler un ordinateur. C'est pas compliqué d'ailleurs, dans une gare. On voit les gens qui laissent leur attaché-caisse sans surveillance. Donc si on reprend l'élément de clarté, d'ailleurs, fait prendre un minimum de risque à l'entreprise, puisqu'elle a très peu de choses à cacher finalement. Donc elle pourrait, dans la continuité, en mesure d'hygiène sécuritaire, elle va mettre des filtres sur les écrans. Mais la clarté est importante. Je reviens sur la première partie. La clarté est importante parce que de toute façon, vous avez plusieurs parties prenantes. Et ce n'est pas forcément uniquement vos clients ou vos salariés, vos parties prenantes, mais qui vont demander de plus en plus de renseignements financiers sur vous. Et si vous n'êtes pas clair, il y aura un doute qui s'installera et ça jouera probablement contre vous. Je ne parle même pas des activistes qui peuvent vous vouloir du mal, parce que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut aussi. Donc si je veux démontrer que un tel ou un tel se gave sur le dos de ses clients ou de ses producteurs, je peux très bien le faire. C'est pas très compliqué. Or, si vous n'êtes pas préparé à justement argumenter par un discours clair, il est évident que vous aurez des problèmes et probablement l'opinion contre vous. Il y a un renforcement de la situation. D'ailleurs, on a traité le sujet et je vous invite à voir le résumé vidéo et les quelques slides qui vous ont été distribués sur le Daxisme. Et là, à nouveau, clarté, transparence, on est en plein dans le sujet. Et ce que je retiens, moi, et j'aimerais avoir votre avis, c'est le risque qui est pris par l'information diffusée par les tiers. Elle n'est pas contrôlable. Et vraiment, quand je dis qu'il faut s'y préparer, c'est ce qu'on nous apprend beaucoup aussi à l'école de guerre économique. Beaucoup de gens disent ça ne sert à rien que j'ai un Wikipédia, ça ne sert à rien que j'ai un compte Twitter actif, ça ne sert à rien. Probablement, c'est peut-être vrai dans l'immédiat, mais le jour où vous avez un problème, c'est par là que les informations vont passer. Donc vous recommandez d'être identifié, d'être identifié. C'est pour ça que vous avez un compte Twitter. Alors moi j'en ai un, il n'est pas très actif, mais il faut en avoir un. Il faut en avoir un. Déjà c'est ouvert. Et quand on est une entreprise, il faut en avoir un, essayer de le rendre actif et de savoir comment ça marche. Donc ça, c'est et de comprendre les mécaniques. Parce qu'il y a plein d'exemples, je ne peux pas en citer là, mais ça vous vient à l'esprit, de très grandes sociétés françaises qui se sont fait rattraper par des polémiques en ouvrant finalement un compte Twitter 15 jours après le début de la polémique. Et ils se faisaient massacrer. Et c'était déjà trop tard. Donc même ça, même les réseaux sociaux, parce que c'est le Vox Populi aujourd'hui, ça peut être très embêtant. Il faut savoir le maîtriser et immédiatement, quitte à investir un peu là-dedans. Donc répondre aux obligations légales, la base, les étendre même si on n'est pas coté. Oui. Mesures de précaution, utiliser correctement les outils. J'ai encore oublié. Alors après, il y a le risque cyber. C'est-à-dire que là aussi. Le risque cyber, le mesurer. Le mesurer, parce que ça vous coûte 2 fois cher. Si vous n'êtes pas bien protégé. Une fois, quand vous avez été agressé par un pirate ou un hacker, et au passage, il n'est pas forcément là pour tout bloquer. Il peut être là aussi pour vous observer. C'est-à-dire que vous le saurez que 12, 15, 18 mois après, que vous avez quelqu'un qui observe tout ce que vous faites depuis des années. Donc ça vous causera des préjudices énormes, parce qu'il n'y aura plus de confidentialité du tout. Deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, les agences de notation financière intègrent dans le risque crédit le risque cyber. On l'a vu avec Equifax, qui a été probablement le premier scandale du genre. Les agences de notation financière
prennent en compte ce critère, et une entreprise qui ne serait pas bien protégée contre le risque cyber va perdre 1, 2, 3 notches. Et ça, à la fin, c'est ce que vous payez en plus quand vous émettez de la dette. Qu'est-ce que vous recommandez? Et on va pas faire, on n'est pas là pour faire la publicité, mais il y a quand même des gens qui sont calibrés pour venir. Est-ce qu'on travaille avec les Big Four pour sécuriser le périmètre? Est-ce que déjà en interne, il y a beaucoup de mesures à mettre en place? Est-ce que la première étape, vraiment la première étape, c'est l'ANSSI. On a la chance d'avoir un gouvernement et d'avoir une structure et une organisation publique qui nous met à disposition cet outil-là. il y a son patron, Guillaume Poupard, et il faut, nommé par le Premier ministre. Il faut y aller. Il faut aller sur le site de l'ANSSI et ne pas hésiter à les solliciter. Parce qu'ils donnent des informations et des conseils plein de bon sens qui permettent déjà d'upgrader très significativement la situation de sécurité technique d'une entreprise sans mettre des millions, forcément. Ensuite, après, effectivement, il y a pléthore d'offres sur le marché en termes de cabinets qui vont tester aussi votre propre capacité à répondre aux attaques. D'un point de vue opérationnel, je suis DAF, j'ai fait rentrer, il y a des histoires, il y en a une, je ne pense pas avoir le droit de la citer, mais un stagiaire à l'origine d'un pillage étant rentré en stage à la direction financière. Ouais. C'est dans le luxe. Non, mais alors, ça, le stagiaire. Comment les managers font pour... Ça, c'est un vrai sujet, mais le stagiaire est aussi le salarié, l'ancien salarié, parce que tout salarié est potentiellement aussi un ancien salarié. Donc, déjà, la première règle d'hygiène, justement, quand on manipule des informations, que ce soit des informations financières ou des informations techniques, des brevets, n'importe quoi, c'est de savoir exactement qui sait quoi dans l'entreprise. Et ça, on serait très surpris de savoir qu'en fait, on ne le sait pas, toujours. Qui sait quoi ou qui fait quoi. Être capable, aujourd'hui, les outils informatiques nous permettent de savoir qui va où, ou qui a accès à quoi, et à qui on peut bloquer l'accès à telle ou telle donnée. Le sujet du stagiaire, ça c'est un vrai sujet. Toute personne en passage temporaire dans une entreprise est potentiellement un danger, parce qu'après, elle sera ailleurs. Et ailleurs, on ne sait pas où c'est. Ailleurs, ça peut être un concurrent, ça peut être aussi un État. Alors, on parlait du stagiaire dans le luxe. De collaborateurs dont on s'est séparés. Un collaborateur aujourd'hui, en plus... Est-ce qu'on peut avoir quelques réglages dans le contrat de travail sur ce sujet? On peut en avoir, mais après, il y a aussi des règles en termes de lanceur d'alerte. Un collaborateur de bonne foi peut estimer que telle ou telle information constitue soit une fraude, soit un délit, et de bonne foi le dénoncer, alors que ce n'est ni une fraude ni un délit, et de bonne foi aura créé un problème à l'entreprise. Et ça aussi, c'est un paramètre que toutes les entreprises aujourd'hui peuvent et doivent prendre en compte. Et je ne parle même pas de l'ancien salarié qui s'en va en mauvais termes et qui avait accès à des informations sensibles. Et ça, c'est vrai pour la finance, mais c'est vrai pour absolument tous les services d'une entreprise. C'est un risque. Donc, dans ces règles d'hygiène, quand un salarié s'en va, on lui coupe tous ses accès. Mais quand je vous dis ça, vous allez me dire, c'est évident. Mais je peux vous garantir que tout le monde ne le fait pas. Ah oui, on connaît quelques cas comme ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ce sont des règles, des gestes barrières pour reprendre une thématique, hélas, d'actualité. Alors, on a parlé d'une attitude finalement qu'il faut avoir, une exposition, une clarté. Est-ce que, en tant que geek, vous identifiez aujourd'hui des outils qui permettraient au CFO de pouvoir rapidement avoir lecture, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'innovant sur cet univers? Il y a une offre qui est de plus en plus importante sur le marché en termes d'outils de surveillance. Alors, moi, j'ai coutume de dire, pour bien surveiller ce qui se passe, à la fois sur les marchés financiers, mais que ce soit sur ses propres marchés, il faut être équipé comme ses contreparties. Donc, il ne faut pas hésiter, parfois, à faire l'investissement d'acquérir, que ce soit un écran Bloomberg, un accès FactSet, quand on parle de marché, ou un écran Markit,
parce que vos contreparties, c'est ça qu'elles ont. Et vous n'avez pas le droit, moi à mon sens, vous n'avez pas le droit de ne pas être au même niveau d'information qu'eux. Et c'est très important d'être au même niveau d'information. De surcroît, ces outils-là vous donnent accès à des informations de manière très très rapide. Et en fait, le temps qu'on gagne à avoir accès à ces informations est très vite, rentabilise très rapidement l'investissement. Et ça, c'est vrai pour coter ou non coter, hein, c'est vrai pour n'importe quelle société. Il y a aussi des outils, des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. J'en citais un qui est AlphaSense, qui est comme un métamoteur de recherche d'informations financières. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus sur le côté, c'est tout ce qui est coté, mais dans le monde entier. Et c'est un véritable hub de recherche avec des outils d'intelligence artificielle ajoutés, qui sont absolument fantastiques, qui vont aller vous analyser, par exemple, tous les scripts d'une société ou d'un ensemble de sociétés et vous sortir une tendance. Est-ce que le manager de cette société est de plus en plus optimiste? C'est un 360 degrés. C'est absolument fantastique et ça peut vous servir aussi de hub et de même Donc là, ça capte le big data et en fonction des requêtes, on va aller sur très simple d'utilisation. Des dirigeants passant par les nouveaux dispositifs, s'il y a besoin de machines ou les nouveaux services, les tendances, etc. Ok. Bon, pour en reparler juste au retour à la plénière.